Très bien, Alexander. Parlons du projet Ukraine. Nous recevons beaucoup de messages de la part de différents responsables de l'Occident collectif, de responsables ukrainiens et du télégraphe britannique. Ils parlent de femmes enrôlées dans l'armée ukrainienne et envoyées sur la ligne de front. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je trouve ça très troublant et très sinistre à plusieurs niveaux. Et la manière dont cette campagne est menée est particulièrement sinistre. On nous présente ça comme un immense acte d'émancipation, comme si toutes ces femmes étaient impatientes d'aller combattre les Russes, comme si cela prouvait simplement qu'elles peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire et tout le reste. Mais bien sûr, la réalité, c'est que l'histoire qui se cache derrière répond aux problèmes dont nous parlons depuis des mois, voire plus longtemps. L'Ukraine est au cœur d'une énorme crise de main-d'œuvre. L'infanterie s'amenuise. Le long des lignes de contact, l'Ukraine n'a tout simplement pas assez de soldats en première ligne pour tenir toutes les positions. Et ils ont essayé tous les expédients imaginables. Ils ont abaissé l'âge de la conscription, si vous vous en souvenez, de 27 à 25 ans. Ils ont essayé de faire renvoyer des hommes depuis l'Ouest, ce qui a d'ailleurs réussi dans une certaine mesure. Mais là encore, il y a d'énormes obstacles juridiques. Et je pense que cette fois-ci, ils sont probablement insurmontables. Car quand je parle d'obstacles juridiques, je parle d'obstacles liés au droit international, de violations de traités et de beaucoup d'autres choses. Et pour que cela se produise, il faudrait une unité au sein de l'Union européenne qui n'existe pas sur cette question. Ils ont aussi recruté toutes sortes d'autres personnes, vous savez. Des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, des personnes très âgées, des personnes ayant d'autres handicaps. Si vous passez un peu de temps à vous renseigner sur ce qui se passe dans la guerre, vous lisez et apprenez très vite beaucoup de choses sur tout cela. Quoi qu'il en soit, en résumé, toutes ces options sont épuisées. La tentative de mieux payer les gens pour les inciter à s'engager a échoué. Ils essaient de recruter des volontaires partout dans le monde. Mais, de plus en plus, je pense que les gens ne veulent pas venir. Ils en sont donc réduits à recruter des femmes. Et c'est l'aveu de la gravité de la crise au sein de l'armée ukrainienne. Et je soupçonne que cela va rencontrer une opposition énorme dans la société ukrainienne. Mais l'Occident, qui tient à prolonger cette guerre aussi longtemps qu'il le peut, est désormais prêt à faire cela. Et comme je l'ai dit, il monte toutes ces campagnes et raconte toutes ces histoires invraisemblables pour nous convaincre que c'est en réalité une bonne chose, alors que c'est en fait l'aveu d'un désastre. Exactement. L'émancipation des femmes, pour qu'elles puissent aller au front, combattre les Russes. C'est ainsi que le télégraphe britannique présentait les choses. Oui. Absolument méprisable. Et je suis d'accord avec vous à 100%. C'est l'aveu que la guerre d'attrition, vous l'avez qualifiée à un moment, d'attrition agressive, est en train de détruire l'armée ukrainienne. Et l'Occident collectif, au lieu de capituler et d'admettre que cette guerre est perdue, va maintenant sacrifier les femmes ukrainiennes. Andy Burnham à Kiev. Son premier déplacement d'État. Alexander. Visite d'État officielle. Absolument. Une visite officielle. Sa première visite officielle. Il a aussi donné à Zelensky des informations classifiées sur le Storm Shadow, les plans du Storm Shadow. Et il a obtenu de l'IA. Il a aussi obtenu des données d'IA venant d'Ukraine. Je pense que c'est assez insignifiant. J'imagine qu'il voulait le présenter comme une sorte de victoire pour le Royaume-Uni, comme un accord. Nous vous donnons ceci, vous nous donnez cela. Mais j'imagine que ça ne veut rien dire. Je veux aussi que vous abordiez les commentaires de Peskov sur le Royaume-Uni. Il dit désormais ouvertement que la Grande-Bretagne est partie prenante dans cette guerre.
Je pense que c'est une information majeure. C'est énorme. Et en Grande-Bretagne, on n'y accorde pas du tout l'attention qu'on devrait lui accorder. À la place, nos médias se réjouissent du fait que nous avons donné à l'Ukraine les plans du Storm Shadow, ce qui est encore une fois absurde, parce que nous avons fourni à l'Ukraine des missiles Storm Shadow. Les Ukrainiens en ont lancé beaucoup contre les Russes et ils se sont révélés globalement très peu efficaces. Je veux dire, ils n'ont pas accompli tout ce qu'on attendait d'eux, ou tout ce qu'ils étaient censés accomplir. Les défenses aériennes russes ont montré à plusieurs reprises qu'elles n'avaient aucune difficulté à abattre ces missiles. Donc, ce ne sont pas des armes qui changent la donne. Et prétendre qu'elles le sont encore est absurde. Mais cette histoire vous dit trois choses à la fois. Premièrement, la Grande-Bretagne n'a plus de missiles Storm Shadow. Nous avons épuisé l'intégralité de nos stocks. Nous avons envoyé en Ukraine tout ce que nous avions là-bas. Donc tout ce qu'il nous reste à donner, ce sont des plans. Et c'est le premier point. De même que le recrutement de femmes est l'aveu de la crise de main-d'œuvre de l'Ukraine, cela constitue l'aveu de l'immense épuisement des armes de précision au sein de l'armée britannique. Et soit dit en passant, c'est d'un ordre de grandeur bien pire qu'aux États-Unis, un sujet dont nous avons beaucoup parlé. C'est donc le premier point. Le deuxième, c'est qu'il s'agit d'un geste totalement dénué de sens. Car évidemment, les Ukrainiens ne peuvent pas fabriquer les Storm Shadow. Les Britanniques et les Français, eux, fabriquent des Storm Shadow. Nous avons des usines en Grande-Bretagne et en France qui sont censées fabriquer ces engins. Ils sont en grande partie fabriqués à la main, si j'ai bien compris. Now in the frothe ne denk behandling pump des nos production. C'est absurde d'imaginer que l'Ukraine puisse le faire. Sans même parler du fait qu'il faudrait du temps aux Ukrainiens pour apprendre à fabriquer ces choses et comprendre comment les produire, compte tenu de la réalité actuelle en Ukraine. Un pays bombardé depuis les airs, avec des usines détruites partout et une pénurie totale de missiles intercepteurs pour la défense aérienne. Ces missiles ne peuvent pas être produits en Ukraine. Ils ne peuvent pas non plus être produits en Grande-Bretagne ou en France, dans les quantités dont l'Ukraine a besoin. Et ils ne peuvent pas être produits en Ukraine. Remettre les plans, c'est un geste totalement vide. Et toutes ces données d'intelligence artificielle, comme vous le dites, dont les médias ici ont fait grand bruit, c'est aussi du théâtre et de l'absurdité. Cela ne changera rien, ni à la situation de l'Ukraine, ni à celle de la Grande-Bretagne. Et je peux ajouter autre chose. Ça s'accompagne de ce que je crois fermement, et même en fait, dont je suis sûr. C'est un mensonge de dire que seule la Grande-Bretagne a reçu ces données. En réalité, je suis certain que nous recevons ces données depuis le début, tout comme les Américains, tout comme les Français, tout le monde. L'ensemble du dispositif de renseignement et de surveillance en Ukraine, à ce que je peux en voir, est principalement géré par les services de renseignement américains. Les services britanniques et français jouent sans aucun doute un rôle. Je veux dire, ce sont des informations que nous recevons presque certainement depuis des années. Et maintenant, on fait comme si c'était nouveau et comme si elles nous avaient été accordées à titre privilégié. Et la troisième chose, comme vous le dites, Andy Burnham, qui irait à Kiev, soi-disant. J'ai entendu ça. Je suis sûr que, vous savez, des histoires ont circulé selon lesquelles il aurait des doutes. Eh bien, on voit jusqu'où vont ces doutes. Quels que soient ses doutes en privé, sa personnalité est bien trop faible pour changer de cap. Il est allé à Kiev. Il serre Zelensky dans ses bras, peut-être pas tout à fait de la même manière, mais il est allé à Kiev et une fois de plus, il exprime son soutien total, à 100%, à l'Ukraine. Les Russes, eux, en ont assez de tout ça. Ils disent que la Grande-Bretagne est directement partie au conflit. Ils ont rappelé leur ambassadeur.
Il n'y a donc désormais plus d'ambassadeurs russes en Grande-Bretagne. Soit dit en passant, c'est la première fois depuis les années 1920. Je dis ça comme ça. Donc il n'y a plus d'ambassadeurs russes ici. Les Russes ont récemment averti qu'ils étaient prêts à agir contre la Grande-Bretagne elle-même et qu'ils feraient en sorte que la Grande-Bretagne en paye le prix. Je suis sûr que tôt ou tard, cela arrivera. I'm sure that sooner or later it is coming. So we're making all of these empty gestures here in London. Donc ici à Londres, on multiplie tous ces gestes creux autour des Storm Shadow, de l'intelligence artificielle, de l'envoi de Burnham à Kiev, alors que, soyons parfaitement clairs, il n'est pas en mesure de donner ou de proposer quoi que ce soit. Johann Wadephul, le ministre allemand des Affaires étrangères, s'est lui aussi rendu récemment à Kiev. Il y est allé avant les autres. Et il a clairement dit que bien qu'il soit lui aussi un fervent soutien de l'Ukraine, l'Allemagne n'est ni disposée ni capable de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne. Donc toutes ces visites, et surtout si vous voulez celle de Burnham, sont des gestes creux. Creux. L'épisode des Storm Shadow et des données d'intelligence artificielle le prouve. Et pourtant, il y va quand même. Et les Russes en ont assez. Et notre relation avec ce pays extrêmement puissant qu'est bien sûr la Russie passe maintenant du mauvais au catastrophique. Puis, à terme et très bientôt, à l'extrêmement dangereux. Oui, les données sur l'intelligence artificielle. Tout ça est géré par des entreprises américaines. Exactement. C'est tellement absurde. Ces discours sont faits pour que les plus idiots des idiots y croient. Oui. L'Ukraine va donner ses données d'IA au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni peut tout simplement demander ses données d'IA aux États-Unis. Elles sont toutes stockées en Allemagne, au quartier général de Wiesbaden, ou quel que soit son nom, qui dirige toute l'opération. Comme le New York Times l'a rapporté il y a 2 ans, on nous a dit que tout était géré par l'OTAN, les États-Unis et l'Allemagne. Toute cette affaire est stupide, mais ça m'amène à ma question. Et au fait, je pense que vous avez tout à fait raison. Quand j'ai écouté Burnham parler à Kiev, une pensée m'est venue à l'esprit. Ce type est faible. Je veux dire, il est faible comme orateur, comme Premier ministre. Son envergure, tout chez lui est faible. Il montre des doutes. Il montre un manque de confiance en lui. C'est presque comme s'il ne voulait pas vraiment être Premier ministre. Il est là, en quelque sorte, à dire « je suis complètement dépassé ». C'est ce que j'ai vu en regardant Andy Burnham parler. Ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai en politique intérieure. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai. Alors ma question, je vais la poser franchement. Pourquoi l'establishment britannique veut-il faire la guerre à la Russie? Parce qu'ils y gagnent. Je dis ça parce qu'ils n'y gagnent rien. Il n'y a pas de données d'IA. Il n'y a pas de plan magique de missiles Storm Shadow qui permettrait à l'Ukraine d'en fabriquer 1000 par mois et de renverser le cours de cette guerre. Tout ça, c'est de la pure fantaisie. Ils n'y gagnent rien à part de l'argent. Les Russes disent ouvertement, vous êtes désormais partis à cette guerre. Peskov l'a dit. Le fait que vous échangiez des plans prouve encore davantage que vous êtes partis à cette guerre. Partis à cette guerre. Pas en train de financer cette guerre. Pas en train d'aider l'Ukraine. Rien de tout ça. Vous êtes un participant à ce conflit. Je ne crois pas que Peskov ait dit cela à propos d'un autre pays. Même pas des États-Unis. Non. Que je de l'establishment britannique ici. What is the UK establishment's angle here? C'est très difficile à comprendre, à tellement de niveaux, parce que là encore, on se heurte au fond à l'irrationnel. Enfin, pour plusieurs raisons. Il y a environ 2 semaines, des informations ont indiqué que certains membres de l'armée britannique commençaient à être très inquiets de la dernière menace des Russes de commencer à saisir des navires commerciaux britanniques en Extrême-Orient parce que nous ne pouvons pas les protéger. D'ailleurs, pour donner une idée de la mesure dans laquelle nous ne pouvons pas les protéger, il y a quelques semaines,
le précédent Premier ministre, Keir Starmer, a envoyé la flotte britannique dans l'Arctique pour menacer les Russes. La flotte se composait donc de 3 navires. 3. Un porte-avions qui embarquait 8 avions de chasse au lieu des 36 qu'il est censé avoir, parce que nous n'avons pas les moyens d'acheter les autres avions. Les autres avions, et les 8 que nous avions, nous les avons empruntés aux Américains. Et le porte-avions tombe constamment en panne. Une frégate, qui apparemment connaît elle aussi des pannes à répétition, est l'une des très vieilles frégates qui nous restent de la marine des années 1980, encore heureusement en service, parce que toute la Royal Navy ne compte désormais plus que 11 navires de guerre et 2 porte-avions. Je parle des navires de surface. Voilà donc, si vous voulez, le véritable état de la Grande-Bretagne, le véritable état de ses forces armées. Mais nos militaires ont essayé de contacter les Russes pour savoir si ces menaces de saisir nos navires en Extrême-Orient étaient réelles. Elles le sont, bien sûr, soit dit en passant. Les Russes nous ont claqué la porte au nez, comme ils allaient inévitablement le faire. Alors que faisons-nous? Nous devons montrer aux Russes que nous sommes forts, que nous sommes déterminés, que nous sommes prêts à leur tenir tête. Nous devons contraindre notre Premier ministre extrêmement faible à confirmer qu'il reste totalement engagé dans le projet Ukraine. Nous y voilà. Nous donnons aux Ukrainiens les plans des Storm Shadow, ce qui, comme je l'ai dit, dégrade encore davantage l'ensemble de nos relations avec les Russes. Et donc, à un certain niveau, nous comprenons que nous allons trop loin. Nous comprenons aussi que les Américains ne seront peut-être pas là pour nous sauver, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse aux Russes, et nous sommes tellement focalisés, tellement obsédés par les Russes. Cela dure, on peut le soutenir depuis 200 ans, mais c'est particulièrement le cas en ce moment. Nous sommes tellement obsédés par les Russes que nous ne pouvons pas prendre du recul et admettre qu'ils sont forts, et que nous ne le sommes pas, et que ce n'est vraiment pas une bonne idée de se frotter à eux. Pour obtenir un changement de politique, il faudrait quelqu'un comme Margaret Thatcher à la tête du gouvernement à Londres. Et bien sûr, il n'y a personne à Londres qui serait capable de lui porter son sac à main, encore moins de diriger réellement le pays comme elle l'a fait. Et je dis tout cela en tant que critique de cette politique. Say all of that as a critic of her. I just don't understand what the benefit is to the British. Je ne comprends tout simplement pas quel est l'intérêt de tout ça pour les Britanniques. Et alors, vous n'êtes pas prêt à affronter les Russes. Votre économie, votre pays, n'est pas prêt à se mesurer aux Russes. Pourquoi devriez-vous avoir à les affronter? Pourquoi devriez-vous être en guerre contre les Russes à cause de l'Ukraine? Depuis quand le Royaume-Uni est-il un allié, un ami de l'Ukraine? L'Ukraine est un pays qui a 30 ans, tout au plus. Oui, tout ça est tellement bizarre. Tout tourne autour de la Russie, autour de ce vieux contentieux avec la Russie qui dure depuis un siècle. Je ne sais pas, le contentieux de George avec Nicolas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement dingue. Absolument complètement dingue. Et le Royaume-Uni n'a pas l'argent pour faire ça. Ils n'ont pas les ressources pour faire ça. Zelensky a annoncé que non seulement il avait besoin de 30 milliards d'euros, ou de 36 ou 39 milliards de dollars selon le taux de change, mais qu'il lui fallait aussi 27 milliards d'euros supplémentaires par-dessus. Oui, oui. Qui va payer tout ça? Eh bien, si. Who's going to pay for all of this? If these people in London have Si ces gens à Londres obtiennent ce qu'ils veulent, nous contribuerons sans aucun doute à notre part. Vous vous souvenez, il y a un an, presque un an, quand on parlait beaucoup de confisquer les avoirs russes, finalement, ils se sont mis d'accord sur ce prêt de 90 milliards d'euros qui était censé permettre à l'Ukraine de tenir 2 ans. Vous et moi, à l'époque, on disait ça ne passera pas l'été. On l'avait dit. On avait vu juste, exactement. Ça n'a pas passé l'été.
D'ailleurs, autre chose que Zelensky a faite dans ses différentes déclarations, il a admis qu'une grande partie de cet argent avait été gaspillé dans l'offensive de drones. Oui. J'allais dire exactement la même chose. Il a admis que l'argent dont il a besoin maintenant pour la défense était prévu pour la deuxième moitié de l'année, mais ils ont tout dépensé pendant la première moitié de l'année. Exactement. Exactement. Bon, là encore, je vais souligner un point. Nous étions pratiquement la seule chaîne, je pense. Il y en avait peut-être quelques autres, mais nous étions la principale à rappeler que cette offensive de drones coûte extrêmement cher. 60 000 $ par drone, au moins pour certains d'entre eux. C'est vous, Alexander, sur votre chaîne, qui l'avez souligné. Moi-même, j'avais des doutes sur toute cette histoire de drone. Je me disais, bon sang, ça frappe la Russie, et ça lui fait mal. Oui, Mais vous l'avez souligné de manière constante, et vous avez essuyé beaucoup de critiques pour ça. Absolument. Et cela a fait du tort à la Russie. izimsera abiesetem la Russie. Tapsuo. Il ne fait aucun doute que cela a touché des raffineries et que ça a provoqué des perturbations dans l'approvisionnement en essence et dans tout le reste. C'est vrai. Mais vous avez toujours souligné que la Russie s'en sortira. Et vous verrez que toute cette histoire de drone va finir par être un échec total. Oui, allez-y, je vous interromps. Ça s'est avéré être un fiasco complet. Mais bien sûr, ce que je dis toujours, et ça revient à votre point sur le fait que ce soit une arnaque, c'est tout l'enjeu. C'est exactement ce qu'était au fond l'offensive de drones. Il s'agissait de distribuer de l'argent à diverses personnes à Kiev et en Europe, un argent qui au final doit être fourni par les contribuables européens. Maintenant, cela a déjà englouti les allocations supposées de l'Ukraine, provenant du prêt de 90 milliards d'euros, ainsi que tous les autres prêts et tous les autres paiements que l'Ukraine reçoit. Mais bien sûr, les Ukrainiens peuvent faire cela, et le font parce qu'ils pensent, et ils ont presque certainement raison de le penser, que l'argent va arriver. That the money is going to come. Zelensky wants another 30 billion and then another 27. Zelensky veut 30 milliards de plus, puis encore 27 milliards, et il va les obtenir. C'est ça qui est tellement absurde dans toute cette affaire. Donc oui, ça s'est révélé être un échec. En termes d'allocation des ressources, c'était une affectation grotesquement mauvaise. Cela n'a pas produit les résultats escomptés. Cela a poussé les Russes à lever leurs restrictions dans la guerre aérienne, à bloquer les ports ukrainiens, à détruire le système agricole, à s'en prendre au système métallurgique et à provoquer une crise massive à Kiev. Mais bien sûr, le cercle des gens autour de Zelensky n'est pas directement touché par tout cela, parce qu'ils ont besoin que l'argent continue d'affluer. Il y a aujourd'hui toutes sortes de gens en Europe, et certains aux États-Unis aussi, qui veulent continuer à faire couler l'argent. Après tout, que représentent 57 milliards de dollars entre amis? Ils vont venir les réclamer. Et les Européens, les gouvernements européens, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, et oui, Andy Burnham aussi, vont les fournir. Alors même qu'en Grande-Bretagne, nous avons notre propre crise budgétaire, que l'Empire de nos jours. C'est de la folie pure et simple. Puisqu'on parle de folie, parlons de ce nouvel accord de cessez-le-feu. En substance, c'est encore et toujours le même accord de cessez-le-feu que Zelensky dit être en train de préparer avec l'administration Trump. Oui, une zone économique dans le Donbass, un retrait des troupes, un cessez-le-feu sur la ligne de contact. Qu'en pensez-vous? Eh bien, vous avez résumé la situation. Je veux dire, il ne retirera pas ses hommes du Donbass, ses troupes du Donbass, alors même qu'il est évident, pour quiconque suit ce qui se passe dans le Donbass,
que si les Ukrainiens essayent d'y rester, ils seront vaincus. Il y a de fortes chances qu'ils soient encerclés. Nous en avons parlé dans de récentes émissions. Les Russes contournent désormais les deux villes forteresses clés de Sloviansk et Kramatorsk. Donc, tout indique un désastre militaire dans le Donbass. Mais bien sûr, Zelensky ne procédera à aucun retrait. Et il comprend en même temps que l'Ukraine a besoin d'un cessez-le-feu, même s'il veut que les financements continuent. Même s'il y avait un cessez-le-feu, il reviendrait quand même réclamer des financements, parce qu'il aurait besoin de tous ces fonds, dirait-il, pour la reconstruction. Vous savez, il trouvera toujours une raison de réclamer davantage d'argent. Mais quoi qu'il en soit, il n'acceptera pas de se retirer du Donbass parce que, comme il l'a quasiment admis, il a peur que, lorsque le Donbass tombera, les Russes avancent vers Kiev. Que les forces qui se rassemblent dans la région de Bryansk traversent vers la région de Tchernihiv, en Ukraine, puis progressent jusqu'à Kiev même. Les Russes vont avancer sur Kiev, et c'est la seule chose que Zelensky redoute dans cette guerre. Je veux dire, il peut vivre avec tout le reste, mais un nouveau siège de Kiev, c'est un cauchemar pour lui. C'est ce qui le tient éveillé la nuit. Donc, il ne veut pas que cela arrive, même s'il ne se retirera pas du Donbass. Il a besoin d'un cessez-le-feu parce qu'il sait à quel point la situation de l'armée ukrainienne est terrible. Il a besoin de ce cessez-le-feu pour pouvoir recruter des femmes afin de combler les brèches sur la ligne de front. Enfin, c'est aussi cynique que ça. Alors, il va voir ses amis américains et il fait la même proposition que celle qu'il avait faite en substance, ou qui avait été faite en substance l'an dernier, une zone tampon dans le Donbass. Les forces russes se retirent, les forces ukrainiennes sont censées se retirer, mais le Donbass reste sous administration ukrainienne. La partie du Donbass dont nous parlons reste sous administration ukrainienne. Les autorités locales ukrainiennes continuent donc d'administrer Sloviansk, Kramatorsk, tous ces endroits. Les Américains y établissent une zone tampon. Les Européens envoient des troupes. Les Américains développent économiquement cette région. On se demande pourquoi. Qu'est-ce que les Américains y gagnent réellement, au juste? Enfin, quel genre de zone économique libre est censé être? Mais bon, c'est la proposition de Zelensky. Aux États-Unis, certaines personnes semblent séduites par cette idée. Keith Kellogg est retourné à Kiev. Il y a plaidé pour la mobilisation des femmes et il est sans doute lui aussi favorable à cette idée. Les Russes l'ont rejeté l'année dernière. Ils ont dit « Non, ce n'est pas acceptable. Il faut un retrait complet des Ukrainiens du Donbass. » C'est la seule proposition que nous sommes prêts à examiner. L'an dernier, les Russes étaient dans une position plus faible. Cette année, ils sont dans une position bien plus forte. Alors Zelensky revient, des gens des États-Unis reviennent, et ils refont exactement la même proposition. Et en même temps, ils insistent, vous savez, en disant que c'est une bonne proposition. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas. Et quand les Russes la rejetteront, comme ils le feront, ils accuseront les Russes. Ils diront que ce sont les Russes qui font preuve d'intransigeance. Alors que bien sûr, cette proposition est absurde. C'est une proposition que Poutine a qualifiée d'exotique. J'aimerais d'ailleurs qu'il emploie des termes plus forts. Pas exotique, tout simplement absurde, stupide, stupide. Simply absurd. Stupid. Absurde. Absurde. Le peuple américain a besoin d'une zone économique libre à Sloviansk et Kramatorsk. C'est plus que stupide. Idiot. Très bien. On va s'arrêter là, Alexander. theduran.ocalls.com. Nous sommes sur X, Rumble et Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Allez sur la boutique Duran, procurez-vous quelques produits dérivés. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Prenez soin de vous. Box down below. Take care.